On va parler d'une enquête qui fait froid dans le dos. Des viols sur mineurs commis au sein de l'institution catholique de Bétarame, près de Pau. Des faits graves connus depuis des années, mais qui ont été minimisés, ignorés, voire étouffés. Et au cœur de cette affaire, un nom surprend. François Bayrou. Le Premier ministre et maire de Pau aurait tout fait pour défendre cette institution, quitte à travestir la réalité. C'est ce que révèle une enquête de Mediapart, signée par le journaliste David Perrotin. Il est avec nous pour nous expliquer ce qu'il a découvert, le rôle de Bayrou, et pourquoi cette affaire pourrait secouer bien plus que l'Église. Nous sommes aussi avec Pascal, victime de violences physiques et morales dans cet établissement. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment as-tu découvert cette affaire et pourquoi as-tu décidé d'enquêter dessus ? Alors, j'ai pas enquêté seul, c'est avec mon collègue Antoine Rouget. En fait, on s'est intéressé à ce versant de l'affaire parce que, évidemment, on avait vu que de nombreux témoignages, de nombreuses plaintes, que ce scandale avait émergé dans l'actualité depuis au moins 2023. Donc, on avait suivi les avancées de ce dossier. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, François Bayrou, qui a été maire de Pau, qui l'est toujours, Premier ministre, mais qui à l'époque avait aussi été président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et député du même endroit, ne s'était jamais exprimé dessus, ou plus précisément n'avait rien dit de ce dossier, n'avait pas eu de mots pour les victimes ou pour les plaignants, alors que c'est l'un des plus gros scandales sexuels et pédocriminels qu'on connaît en France. Donc du coup, on a voulu questionner ce silence de François Bayrou, qui est aujourd'hui Premier ministre. Justement, dans cette enquête parle de plusieurs signalements adressés donc, à l'Église et sur des abus à Bétarame. Depuis combien de temps, tu peux nous rappeler, ces signalements existent et pourquoi n'ont-ils pas été pris en compte plus tôt ? Alors, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des témoignages qui mettent en lumière de nombreux scandales sexuels au sein de Notre-Dame de Bétarame, pour des faits qui se sont produits entre 1950 et 2010. Donc ça veut dire que c'est grosso modo monumental, on va dire, comme élément. Et ce qu'on a relevé, mais on ne dit pas avoir retrouvé toutes les alertes, mais ce qu'on sait, c'est que François Bayrou a été alerté au moins à 2 reprises pour des faits qui ont lieu en 96 et en 98. Donc c'est ça qu'on met en lumière, c'est-à-dire qu'on a essayé de retrouver les acteurs de l'époque, si je puis dire, c'est-à-dire des journalistes qui avaient enquêté à l'époque, des archives. Donc il y a eu un premier scandale en 1996, donc c'est un père d'élève qui porte plainte contre Notre-Dame de Bétarame, contre l'établissement, parce que son fils a été violemment frappé par un surveillant. Donc quand je dis violemment, c'est qu'il a subi une punition, il a été frappé au visage à plusieurs reprises, il a tellement été frappé qu'il a perdu l'audition aujourd'hui, une partie de son audition, 40%, et qu'il a été mis dehors toujours lors d'une autre punition, alors qu'il faisait entre 0 et 2 degrés pendant plus d'1 heure. Il a eu tellement froid qu'il a dû se rendre immédiatement à l'hôpital où ses blessures ont été constatées à l'époque. Donc le surveillant avait été condamné. C'est la première affaire qui avait émergé dans la presse, c'est-à-dire que ça avait suscité un scandale à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, François Bayrou est ministre de l'Éducation. Donc, dans différentes interviews récemment, François Bayrou a dit qu'il ignorait tout, notamment sur cette affaire-là, et qu'il avait seulement entendu parler de claques au sein de cet établissement. Nous, ce qu'on a montré, c'est que une journaliste de l'époque qui avait enquêté dit qu'il ne pouvait pas ignorer cette affaire, que le père de l'élève en question qui parle pour la première fois explique qu'il a alerté François Bayrou, qui fuyait la presse, et surtout, on a retrouvé des archives dans Sud-Ouest qui montrent qu'il ne s'est pas seulement réfugié dans le silence, François Bayrou. À l'époque, il a été, avec Philippe Douste-Blazy, se rendre au sein de Notre-Dame de Bétarame pour défendre cet établissement et pour dire qu'en tant que ministre de l'Éducation, il avait fait toutes les vérifications nécessaires, qu'il n'y avait rien à dire sur cet établissement. Donc ça, c'est le premier mensonge et la première alerte assez édifiante. Et après, il y a un deuxième scandale, cette fois-ci 2 ans après, en 98. Donc c'est le directeur de Notre-Dame de Bétarame, le père Carécar, qui est mis en examen pour viol. Il est placé en détention, elle dure pas longtemps. Il est remis en liberté, il est exfiltré au Vatican. Le juge d'instruction de l'époque reçoit plusieurs témoignages et donc il souhaite le convoquer pour une nouvelle mise en examen et le père Carécar se suicide. Mais à l'époque, à la fois
ça fait encore scandale, donc la presse le raconte largement. Et ce qu'on apprend, c'est que aujourd'hui, François Bayrou dit ignorer ces alertes-là, encore une fois, de violences sexuelles, alors que sa femme était enseignante de catéchisme au sein de l'établissement, qu'elle s'est rendue aux obsèques de ce père mis en cause et qui avait été mis en examen avant de se suicider. Et on a retrouvé tout un tas d'acteurs de l'époque qui, encore une fois, expliquent qu'ils l'avaient alerté. Il y a notamment une enseignante de mathématiques qui raconte comment elle a alerté François Bayrou et sa femme, notamment à l'occasion d'une remise de médaille. J'allais juste, avant que tu poursuives, justement, pourquoi, en fait, malgré tous ces témoignages accablants, ces faits qui ne sont pas contestables, pourquoi il minimise, ou en tout cas, pourquoi il ne dit pas la vérité sur cette histoire, selon toi? On est au-delà de la minimisation, hein. Là, on est clairement dans un mensonge. Moi, je ne sais pas pourquoi il refuse de s'exprimer et pourquoi il a menti à plusieurs reprises. Ce que je constate, c'est la douleur de certaines personnes, notamment, par exemple, du père d'une victime qui, lui, est convaincu qu'il cherche à protéger l'institution. On sait que François Bayrou est catholique, qu'il a largement fait état de sa foi et de sa proximité avec l'institution. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il est Premier ministre. C'est-à-dire il est maire de Pau, il a été député de la région, etc. Nous, la question en tant que journaliste qu'on pose, c'est est-ce qu'en tant que Premier ministre, on peut dissimuler des éléments aussi graves? On a affaire à l'un des plus grands scandales pédocriminels en France. On a un établissement qui est mis en cause durant des décennies. On estime que le Premier ministre a à répondre de savoir s'il a dissimulé des alertes. Puisqu'il était ministre de l'Éducation, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il y a eu une enquête administrative? Est-ce que le rectorat... C'est un établissement, je le rappelle, qui est sous contrat. Je pense qu'en tant que Premier ministre et à l'époque, en tant que parent d'élèves, en tant que ministre de l'Éducation et en tant que député de la région, il a des réponses à apporter. On vient de l'entendre, hein, l'ampleur des faits que révèle cette affaire, les mensonges du Premier ministre. Et tu le dis très bien, il y a des vies qui sont brisées, des gens qui sont vraiment atteints dans leur chair par rapport à ce qui s'est passé dans cette école. Et je propose d'entendre maintenant Pascal, un ancien élève de Bétharram qui a subi également des violences physiques et morales dans cet établissement. Bonjour Pascal. Bonjour à tout le monde. Ouais. Merci d'accueillir ma parole au nom de tous les camarades. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et donc, avant de parler de ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelle année vous étiez élève à Bétharram et dans quelles circonstances en fait vous y êtes entré? Alors, j'ai été à Bétharram sur l'année scolaire 89-90. J'y suis rentré en seconde. Jusque-là, je menais une vie tout à fait normale et tout allait très bien pour moi. J'ai juste regardé le cercle des poètes disparus. Ouais. Et j'ai un camarade qui redoublait, là où on était en classe ensemble et ses parents l'envoyaient à Bétharram. Et puis j'ai vu la plaquette et j'ai été marqué au fer rouge par le cercle des poètes disparus et je me suis dit, bon, avec le recul sûrement que j'avais besoin de quitter le cocon familial, mais que j'allais vivre la camaraderie, que j'allais vivre en fait le cercle des poètes disparus. Voilà, et dès le premier soir, je me suis rendu compte que je venais de faire la plus grosse erreur de toute ma vie. Ouais, donc vous dites déjà d'entrée, vous avez subi des violences dans cet établissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce qui s'est passé pour vous là-bas, justement, ce premier soir notamment? En fait, sur ce premier soir, c'est la découverte en fait du silence. La discipline, c'est pas forcément le bon mot, hein. Mais c'est en rang par deux dans le noir en silence, et le silence dure toute la nuit, bien sûr, mais jusqu'au lendemain après le petit déjeuner. Et si vous avez le malheur de rompre le silence, il peut vous arriver, parce que je vais vous raconter là, moi j'ai rompu le silence simplement parce que je n'avais plus de papier toilette. Et donc en chuchotant... On a là-dedans. Donc je vous mettrai après. On mettra après quand je passe, parce que là ça parle de pigeons, quoi. Un instant, on est allez-y, reprenez, excusez-nous, on a eu un petit souci avec une autre conversation pour la seconde partie de l'émission, excusez-nous. Non, mais je vous en prie. Donc, je disais que j'ai eu le malheur de rompre le silence dans le dortoir. Nous sommes 40 dans le dortoir. Il n'y a pas d'intimité. Ce sont des lits en ferraille plutôt vétustes. Les conditions de vie ne sont pas à la hauteur de la réputation de l'établissement. Et encore, moi, je suis au lycée, donc on a droit à 6 douches dans un dortoir pour 40. C'est beaucoup plus compliqué pour les jeunes du primaire et du collège qui, eux, doivent descendre, prendre la douche, etc. Et
c'est l'équivalent du CPE, ça s'appelle préfet de discipline à Bétarame, qui lui contrôle les douches, l'arrivée d'eau chaude, et qui donnait aussi l'occasion de voyeurisme collectif de la part de ça. Et donc je chuchote, je demande du papier toilette, et là on ne vous appelle pas en fait par votre prénom, on claque des doigts. Et si vous ne reconnaissez pas ce claquement de doigts, ça risque la sanction d'être encore plus grave. Donc moi, je viens d'arriver, je ne connais pas les us et coutumes, donc je me rends vers ce jeune surveillant qui débute sa carrière et qui m'attrape par la joue comme ça et qui me désigne en fait le palier. Et mes camarades me disent en chuchotant, si, prends ton manteau, parce que eux savent que je vais y passer la nuit. Donc je suis là, j'ai passé la nuit sur le palier en bord de gamme, c'est pas extrêmement bien chauffé, Bétarame. Donc ça, c'est ça. Mais après, c'est une... En fait, moi, je suis arrivé non violent et la violence systémique vous rattrape constamment, vous ne pouvez pas y échapper. Et donc, ça se matérialise par des surveillants qui vous frappent avec des cocos, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien l'image. Mais ce sont de véritables... C'est même pas des gifles, en fait. Vous prenez des droites. Et moi, comme beaucoup, j'ai découvert que j'étais amnésique traumatique même sur cette année. Mais j'ai gardé un fait très, très grave et que j'ai toujours... au cœur. Et donc en études le soir, toujours en silence, vous êtes 100 et vous avez un surveillant qui est sur sa chaire, qui domine et qui veille à ce qu'il n'y ait pas de chuchotement, car le chuchotement est considéré comme si vous mettiez le bazar. Et là, je suis au fond et mon camarade à côté a eu le malheur de rompre le silence. Et là, vous aviez donc ce pion, ils avaient tous des surnoms, là en l'occurrence c'était Elvis ou Rocky, Elvis pour la coiffure, Rocky pour les droites qu'ils nous mettaient, et qui disait le nom de la personne qui allait être concernée et qui se levait en tapant sur la chaire en disant « moralité, celle-là », et il citait le nom de famille, « elle est pour toi ». Et là, vous avez 90 élèves en fait qui font – parce qu'ils savent que ça va tomber. Et donc, il frappe mon camarade, il prend ses cheveux, il tourne tellement fort qu'il lui arrache une mèche de cheveux pour lui laisser l'équivalent d'un rond de lunettes sans cheveux sur son crâne, de petits blonds aux cheveux lisses. Et là, Arnaud lui dit « mais c'est pas, là, stop, c'est pas possible, là, c'est terminé, quoi. » Voilà. Et ce surveillant lui dit « quoi? C'est terminé quoi? Tu veux qu'on aille voir le père Carica ensemble? À ton avis, il va donner raison à qui? Alors tu prends tes cheveux, tu les mets à la poubelle et maintenant, je veux plus rien entendre. » Ça c'est un exemple. Ouais. J'ai découvert avec Alain Esquer, qui est notre porte-parole et que j'excuse parce qu'il est en déplacement, il ne pouvait pas être là avec vous. On ne pensait pas découvrir, au moment où moi j'ai rejoint Alain, un dossier pédocriminel aussi surréaliste et aussi sidérant en fait. Oui, parce qu'il y a des violences effectivement physiques, psychologiques, morales, et également les violences sexuelles justement. En fait, il y a deux pans. Ce sont des actes de violence, il y a des actes de barbarie, c'est des heures au pied du lit, c'est des heures sur le perron dans le froid, ce sont des frappes, des droites, des bouffes, on appelait ça des bouffes. Et les violences, il n'y a pas de hiérarchie entre la violence, si vous voulez, sexuelle, morale et physique. Je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que moi j'ai un camarade, Raphaël, en fait, qui a vécu pendant des années à Bétarame dans le régime de la terreur, si bien que sa psy aujourd'hui lui dit que le syndrome post-traumatique qu'il a est l'équivalent de quelqu'un qui a fait une guerre. Donc il faut comprendre en fait que cette histoire est vraie, que les gendarmes qui ont fait un travail extraordinaire d'écoute auprès de nous, parce qu'on est quand même 112 plaignants, ont veillé à ce que ça ne se soit pas un complot, d'accord, en comparant les témoignages, en posant des questions extrêmement précises. C'est entre 2 heures et 4h30 d'audition par personne. Hein. Ça prend énormément de temps. Ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. Et ce que, pour faire le lien avec François Bayrou, le catholique François Bayrou et tous les catholiques qui sont autour, le principal message, c'est écoutez comment ça fait mal. Écoutez comment ça fait mal. Parce que ce qui fait plus mal encore, c'est de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Et à l'époque, justement, est-ce que, autour de vous, les adultes, vous en avez parlé, je ne sais pas, à vos parents ou aux adultes qui pouvaient être autour de vous, est-ce que vous aviez été entendus si jamais vous aviez parlé à l'époque? Alors moi, j'ai pris conscience, comme je l'ai dit, que les choses n'allaient pas dès le premier soir.
À la fin de l'année, je suis allé voir le père Caricart. Il m'avait bien cerné. Je me demandais bien comment, puisqu'il m'a dit si tu es là l'année prochaine, je compte sur toi pour arrêter de motiver tes camarades pour quitter l'école. Et pour les adultes, quand moi je rentrais, j'avais tellement tapé du poing sur la table pour y aller, tellement persuadé que ça allait ressembler à ce que tout le monde, à la réputation de cette école à l'époque. Hein. C'est vraiment, c'est l'école des élites de demain. Enfin, je veux dire, Bétharram a sorti un ancien directeur de FMI, a sorti Castelbajac, a sorti plein de noms de dirigeants, enfin de gens, bon bref, et que moi et d'autres, en fait, on n'est pas cru. Il faut se remettre dans le contexte, en fait, c'est que vous êtes des enfants seuls face à une institution, l'Église, et face à Notre-Dame de Bétharram, école d'élite, école d'excellence, quoi. 100% de réussite au bac, etc. Alors oui, il y a de la discipline, parce que vous aviez donc les locaux sur place, les Basques, les Béarnais, mais tous les Bordelais qui y étaient des enfants, soit qui ne travaillaient pas assez dans les écoles privées sur lesquelles ils étaient sur Bordeaux, ou soit qui étaient punis par leur comportement, parce que c'était l'école où on redresse, vous voyez, les enfants en passage. David, donc, au cours de l'enquête, tu as eu certainement de nombreux témoignages comme celui de Pascal. Quelles ont été les réactions suite à l'article qui est paru? Est-ce que l'école, l'institution vous a une réponse de l'institution? Ou est-ce que justement l'Église ou même François Bayrou, est-ce que des gens ont réagi à ce que vous avez révélé? Non, mais c'est ça qui est assez édifiant. C'est-à-dire que avant que Mediapart pointe le silence et les mensonges de François Bayrou, il y a eu d'autres enquêtes. Oui, bien sûr. Notamment de la presse régionale ou de France 3 Région, etc. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est l'absence totale de réaction. C'est-à-dire qu'on laisse filer comme ça un dossier aussi édifiant. Parce que moi, quand j'écoute le témoignage de Pascal, je suis obligé de me dire, on parle de quoi? On parle de violences physiques insupportables. On parle d'attouchements sur des gamins de 8 à 13 ans de manière massive, avec des éléments qui sont de plus en plus documentés. C'est-à-dire qu'encore une fois, faut-il le rappeler, mais il ne s'agit pas de complot, et quand on met le nez dans ce dossier, on le comprend très très vite. Et face à cela, on a, et là j'insiste dessus parce qu'il faut comprendre ce qu'on a, c'est qu'on a un Premier ministre aujourd'hui qui, dans un dossier qui compte 112 plaintes, avec des gamins qui ont été attouchés, qui ont été forcés de masturber, qui ont reçu des coups pendant des années et des années jusqu'à au moins 2010, on a face à cela un silence. Après Mediapart, on a sorti l'enquête la semaine dernière, le Premier ministre a été interrogé par l'AFP, qui a confirmé nos révélations. Il a refusé de répondre. Ce week-end, le Premier ministre a été interrogé par Sud-Ouest sur les mêmes éléments. Il a refusé de répondre. Comment on peut accepter aujourd'hui, avec un dossier d'une telle ampleur qui bientôt donnera lieu à des mises en examen, à l'issue de l'enquête certainement, etc., comment on peut accepter que le Premier ministre, qui a toutes ses attaches et qui n'a pas seulement ses attaches, a défendu cet établissement à plusieurs reprises, comment on peut accepter qu'il se réfugie dans le silence? Moi, ça me fait penser à... sur le versant seulement des violences physiques, ça me fait penser à l'affaire Oudéa Castéra, ministre de l'Éducation, qui, on révèle à ses enfants à Stanislas, et qui dit que ses enfants étaient en parfaite sécurité au sein de cet établissement, malgré de nombreuses enquêtes et témoignages disant le contraire. Moi, je veux dire à ces responsables politiques, qui sont responsables politiques, j'aurais pas la même vigueur dans mes propos s'ils n'étaient pas responsables. C'est ça le modèle que vous nous proposez ? C'est ça le modèle pour la France que vous nous proposez, c'est-à-dire de tirer des touffes de cheveux de gamins, de les sortir 1 heure dehors pour les punir. Et je ne parle pas encore du volet sexuel et pédocriminel de l'affaire. Et donc je pense que le citoyen veut savoir si le Premier ministre d'aujourd'hui, du gouvernement, légitime, comme il l'a fait à l'époque, cette éducation pour nos enfants. Et sincèrement, je ne comprends pas, et à Mediapart avec Antoine Rouget, on ne comprend pas ce silence. Pascal, justement, est-ce que vous vouliez intervenir? Allez-y. Non, c'est juste pour compléter. Ça sort pas maintenant dans les médias. Hein. C'est effectivement, comme disait David, c'est depuis octobre 2023. C'est-à-dire qu'on a quand même fait 3 20h, donc 2 sur France 2, 1 sur TF1, 1 7 à 8. On a eu des 4 pages dans Le Monde, Libé, Le Figaro, tout le réseau France 3, France Bleu. Sud-Ouest. Donc ça sort pas là maintenant parce que François Bayrou est Premier ministre. Ce que je veux dire aussi, c'est que
pour comprendre en fait l'emprise systémique qu'il y avait autour de Betaram, c'est que géographiquement en fait c'est caché, c'est dans une enclave en fait pressée à 60 km de Lourdes, pour mieux situer pour certains peut-être. Et donc vous avez ce vernis en fait qui lie tout le monde, c'est-à-dire que vous êtes dans le Béarn, vous êtes prof, forcément vous avez des yeux et des oreilles, vous voyez bien ce qui se passe, mais d'un autre côté, vous êtes aussi... faut bosser, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais quand je vois... Il n'y en a pas beaucoup des profs qui ont parlé. Mais tous vont devoir s'expliquer. Le rectorat, l'éducation nationale qui renouvelait l'agrément, les profs, les surveillants, tous les frères de Betaram. Il faut savoir qu'ils ont nommé des surveillants de terminale sans formation pour surveiller des gosses dans les dortoirs, etc. Et vous savez, vous avez quand même ce surveillant dont j'ai parlé qui a arraché la mèche de cheveux, donc on est en 89, qui a terminé sa carrière à Betaram en étant CPE, qui a été réinvité en 2023 pour être le parrain du cross. Et vous avez donc le surveillant qu'on a fait sortir de Betaram quand Alain Esquer l'a encore vu en fonction au sein de l'internat. C'est lui qui m'a mis dehors du dortoir pour avoir demandé du papier toilette en chuchotant. Ces deux-là, ils ont fait toute leur carrière à Betaram, d'accord. Donc ils ont des choses à dire. Les anciens, l'ancienne directrice laïque a quelque chose à dire aussi, je pense. Tous les pères, c'est ce qui est incompréhensible en fait, c'est que il ait pu y avoir un noyau de pédocriminels en fait sur autant d'années au même endroit sans que jamais en fait jusqu'à aujourd'hui ça puisse s'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est quand même les nouvelles technologies aussi qui ont aidé les gosses à arrêter d'être battus parce qu'on peut faire des vidéos. C'est dingue. Et quand vous frappez à la porte du directeur actuel et que vous lui dites « Bonjour, je vous signale que vous avez un des membres de votre équipe qui a des plaintes pour viol sur mineur. » Ah mais non, mais oui, mais je peux rien faire. Et parce que le surlendemain, c'est France Télé qui appelle. Ah ben oui, on l'a mis en principe de respect du principe de présomption d'innocence et du principe de précaution, donc on l'a écarté. Et qui nous dit non mais arrêtez de me parler des trucs d'il y a 40 ans, parlez-moi des bons souvenirs des élèves d'aujourd'hui. Mais je veux dire, on est en train de parler c'est pas un simple conseil de discipline pour avoir balancé des chics en cours, quoi. On vous parle d'actes de barbarie, de violence morale et d'agression sexuelle par des laïcs et par des prêtres sur des enfants innocents. C'est un sujet qui touche tout le monde. C'est pour ça que vous nous verrez partout dans tous les médias qui nous ouvrent la porte. Et c'est pour ça que vous ne nous verrez pas dans certains médias parce qu'ils ne nous ont pas ouvert la porte non plus. Et le fait que, justement, l'enquête de Mediapart révèle donc les mensonges, en tout cas confirme les mensonges de François Bayrou, le fait que le maire de Pau, ministre de l'Éducation sur certaines affaires à l'époque, maire de Pau, député de la région, aujourd'hui Premier ministre, qu'est-ce que ça vous fait comprendre en tout cas de cette affaire-là et notamment peut-être du silence qui entoure en général ce genre d'affaires, le fait que le Premier ministre aujourd'hui et ancien responsable politique, enfin toujours d'ailleurs responsable politique dans la région, ne parle pas, est menti d'abord dans un premier temps et aujourd'hui ne veut plus parler. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et en fait, le silence tue. Donc moi je m'adresse à François Bayrou, encore le catholique, et à tous les catholiques qui nous écouteraient et qui, je l'espère, c'est-à-dire que dire la vérité et signaler qu'il y a des pédocriminels, ce n'est pas attaquer l'Église catholique, mais ils nous considèrent comme des traîtres. Ça fait mal, c'est toujours le même discours, mais écoutez comment ça fait mal. Et je parle pour les victimes de Betaram, mais pour toutes les autres victimes, il y a 5 millions d'enfants innocents qui sont agressés par la folie des adultes. Quand on est Premier ministre, on ne peut pas ne rien dire sur un sujet en général comme ça, et en particulier sur Betaram. Selon nos informations, on verra tout à l'heure, mais à 15h10, le député Vanier doit interroger François Bayrou à l'Assemblée nationale. Entendre notre histoire dans cette enceinte chargée d'histoire, c'est par rapport à toute la souffrance, en fait, il y a quelque chose de très émouvant. Donc je voulais vous faire passer l'info, mais je veux dire que plus vous vous taisez là où vous êtes quand vous avez connaissance de la présence d'un pédocriminel, plus vous participez en fait. Donc si vous ne voulez pas vous traîner une réputation de complice, je parle aussi à la congrégation de Betaram à qui
on a tendu la main pour reconnaître chaque victime en leur disant, il y en a qui veulent de l'argent, il y en a qui veulent pas d'argent, il y en a qui veulent être dans la cour et vous entendre leur demander pardon, venez avec nous, travaillons ensemble, ouvrez les archives, etc. Parce que Monseigneur Hayet aussi sur Bayonne, ça serait bien qu'il ouvre ses archives, c'est le seul évêque de France, à l'occasion du rapport Sauvé, qui n'a pas voulu les ouvrir, etc. Il n'y a pas de réponse, on vous laisse en fait à l'écart, vous avez un sentiment de rejet, pardon, pour répondre concrètement à... Voilà, vous êtes en souffrance et vous êtes rejeté parce que c'est silence. Et ça, c'est un silence qui commence à faire trop de bruit. Et en tant que responsable politique, il a le devoir de prendre la parole sur ce sujet. Merci beaucoup Pascal. David, dernière question, on l'entend, c'est une affaire qui du coup maintenant touche le Premier ministre. Pour mener cette enquête, vous avez eu ça a été une enquête simple à mener ou il y a eu des obstacles? Quels ont été les principaux freins à votre enquête? L'enquête, elle n'a pas été facile parce que il fallait retrouver des témoins de l'époque, des personnes qui étaient susceptibles d'alerter. À la fois, on remue une souffrance monumentale, c'est-à-dire que c'est pas facile pour les victimes ou les parents des victimes de ressasser cette histoire. C'est aussi difficile de retrouver des documents de l'époque, mais on a réussi à le faire. Après, moi, j'ai envie de dire, le premier obstacle, c'est le silence du Premier ministre. Je sais que j'en fais une obsession, mais le fait on a sollicité de nombreuses fois son cabinet, on l'a sollicité, le fait qu'il ne veuille pas parler, c'est incompréhensible vu l'état du dossier, de l'avancement et l'ampleur de ce scandale. Merci beaucoup. Non plus, juste rapidement. Pardon, Pascal. Pardon, excusez-moi. Juste rapidement, en fait, c'est que vite, encore une fois, saluer le travail extraordinaire des enquêteurs sur cette enquête préliminaire qui est en cours. La volonté, je le crois, vraiment du procureur de la République de Pau de pouvoir ouvrir une information judiciaire. Je pense que ça passe par là aussi. Et j'espère que le silence brisé permettra de faire venir en gendarmerie tous les responsables de l'époque pour assumer en fait ces dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de violences insoutenables sur des enfants innocents. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup David. Je rappelle qu'on peut lire donc cette enquête sur le site de Mediapart. Merci beaucoup à tous les deux.